Avec Uber, c'est moi le patron. Je décide quand je conduis. Et avec la fonction préférence pour passagères, je peux décider de conduire juste des femmes. Si je peux le faire, tu peux le faire. Avec Uber, c'est payant d'être au volant. Inscris-toi dès maintenant à uber.com/conduire. La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Alors, Émilise Lessard-Terrien, ex-députée de Québec solidaire, que j'ai croisée d'ailleurs, j'ai croisé le fer avec elle à l'émission Le Monde à l'envers à TVA, et j'ai trouvé que c'est une fille hyper sympathique, hyper attachante, et qui vient de la région de Rouyn-Noranda, une chasseuse, etc., qui a les régions à cœur. Elle se lance dans la course au leadership de Québec solidaire, mais Mathieu, elle a fait des déclarations concernant les souverainistes qui t'ont un peu hérissé. Oui, en fait, c'est que je cherche désespérément à comprendre, donc je ne doute pas qu'elle soit sympathique. J'ai eu l'occasion de quelquefois échanger avec elle à la joute, mais on lui pose une question dans le devoir, parce qu'elle va se présenter à la co-chefferie, co-direction, co-porte-parole de Québec solidaire, et on lui demande, vous êtes souverainiste, tout ça, puis elle dit qu'elle est pour les souverainetés. La souveraineté du Québec, des régions, des villes, des Premières Nations. Et là, cette déclaration m'a pas seulement hérissé, en fait. D'abord et avant tout, je le dis, elle me rend perplexe. Parce que ça témoigne d'une chose, Québec solidaire est très mal à l'aise avec l'indépendance du Québec. Oui. Ils ont l'impression que c'est un projet suprémaciste, blanc, nationaliste, ethnique, infréquentable et tout ça. Donc, ils ne peuvent s'y raccrocher, soit quand le plaçant dans la perspective de la souveraineté va permettre le socialisme ou l'éco-socialisme, le fameux projet de société, ou alors en redéfinissant le concept jusqu'à le rendre illisible, et là, c'est les souverainetés. Mais là, un instant, si c'est les souverainetés du Québec, des régions, des villes, des Autochtones, ben, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire la partition du Québec? Est-ce que ça veut dire une forme de fragmentation du Québec où chaque communauté, quelle qu'elle soit, est en droit de défendre, de fonder sa propre souveraineté, donc les Autochtones d'un côté, les Anglais de Montréal de l'autre, quand ça voit les différentes régions, la Beauce partirait de son bord, et puis l'Outaouais pourrait être attaché au reste du Canada. Autrement dit, est-ce qu'Émilise Lessard-Terrien, qui manifestement mal à l'aise avec le nationalisme québécois, donc elle est régionaliste assurément, mais elle n'est pas nationaliste, eh bien, voulant prendre position là-dessus, prendre position tellement illisible qu'en dernière instance, ça participe à la liquidation de l'option indépendantiste chez Québec solidaire. C'est assez étonnant. Et pour moi, ça mérite d'être souligné pour une raison simple, c'est que QS, sur la question de l'indépendance, joue double jeu, sinon triple jeu. Là, on a Rouba Gazal qui veut faire campagne sur l'indépendance, la langue et la culture, mais qui confessait dans une interview il y a quelques semaines ou quelques mois son aversion pour tout ce qui relevait de la nation québécoise, de la Nouvelle-France, de l'histoire du Québec et tout ça. Là, elle veut faire indépendance, indépendance, identité, culture. Et indépendance langue culture. Là, on a Émilise qui veut s'engager dans cette bataille, mais qui liquide le concept de souveraineté au moment de le revendiquer. Et on se dit que Québec solidaire aurait besoin d'une mise à jour doctrinale minimale pour savoir ce qu'il pense finalement de la question nationale. Pour l'instant, ça ne me semble pas clair. La gauche radicale a toujours été très réticente au projet souverainiste. Il y a quelques jours, j'ai écrit une chronique, justement, j'ai débusqué un vieux texte de En lutte, qui était l'organe des marxistes-léninistes, qui avait pris position contre la loi 101 en disant que c'était une loi discriminatoire contre les langues minoritaires au Québec. C'est du gros délire, mais on voit que Québec solidaire, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Ah, mais je suis absolument d'accord. Moi, j'ai beaucoup de textes auxquels tu fais référence. J'ai eu l'occasion, enfin d'autres temps, je l'ai même déjà enseigné. Oui. Je pense que c'est dans le journal En lutte. Oui. Donc, en gros, c'est l'idée suivante. À l'époque, on disait qu'il fallait pas faire l'indépendance du Québec pour ne pas fracturer la classe ouvrière canadienne. Comme aujourd'hui, on nous dit, on dit l'indépendance c'est un projet bourgeois et il faut pas fracturer l'unité de la classe ouvrière. De la même manière, le nationalisme était vu comme dangereux. Dangereux pourquoi? Ben justement parce que piétinant les droits des supposées minorités. Donc de ce point de vue, QF, qui est un parti à deux origines.
C'est-à-dire, il y a deux origines qui viennent de QS qui se sont fécondées, mais l'une l'a emporté. Il y avait la tendance à l'origine de QS, qu'est-ce qu'on pourrait appeler la gauche nationale. Donc, socialisme et indépendance. Ça, c'est un courant qui, globalement, était véritablement indépendantiste, était même nationaliste à sa manière, mais considérait que l'indépendance devait accoucher d'un projet de société socialiste. Et ça, c'est un courant qui a trouvé, par exemple, un des intellectuels de référence de cette mouvance, c'était Gilles Bourque. Gilles Bourque, un sociologue qui a fait carrière à l'Université du Québec à Montréal, et d'autres qui portaient ce courant de la gauche nationale, socialisme et indépendance. C'est même le titre, d'ailleurs, d'un livre qu'il a publié à la fin des années 70, début 80, et qui, ce courant-là, disait, donc, on est vraiment indépendantiste, mais ça n'a pas de sens si ça vient pas avec le socialisme. Il y a un autre courant dans QS, qui est le courant qui vient, globalement, d'abord du courant, on pourrait dire vraiment marxiste. Bon, c'est Charles Gagnon, en fait, d'origine. C'est au début des années 70, la gauche radicale qui largue le nationalisme, qui va s'investir dans le marxisme-léninisme. Quand le marxisme-léninisme va se perdre, va se décomposer au début des années 80 après le référendum, ce courant-là va se redéployer dans la mouvance communautaire, la mouvance, même pas syndicale, la mouvance communautaire, vraiment. Donc, les droits à ci, droits à ça. Et cette mouvance-là va se réinventer ensuite à Option citoyenne avec Françoise David, alors que la gauche nationale venait plutôt avec l'UFP, l'Union des forces progressistes, à la fin des années 90, début 2000. Donc là, il y a deux courants à l'origine de Québec solidaire, la gauche nationale qui se donne dans l'UFP, t'as la gauche néo-marxiste-léniniste qui devient diversitaire, qui devient, puis qui aujourd'hui est multiculturaliste et tout ça, et qui est passé par le courant, donc, comme j'ai Option citoyenne, et ça a donné Québec solidaire après coup. Et au début, à QS, il y avait une tension entre les deux tendances. Et aujourd'hui, cette tension s'est résolue. On pourrait dire que ce qui reste de la gauche nationale se retrouve dans un journal comme l'autre journal, qui est un journal d'ailleurs qui me tire dessus régulièrement, mais quoi qu'il en soit, c'est un journal qui poursuit la tradition de la gauche nationale, mais qui est un peu plus péquisto-péquiste aujourd'hui, alors que QS aujourd'hui est devenu un parti multiculturaliste d'abord et avant tout, qui traite la souveraineté comme une espèce de vieux bien d'héritage dont il ne parvient pas vraiment à se libérer, parce que ça fait partie de la composition globale, mais ce n'est plus le cœur du projet. Michel Chartrand disait, je n'aime pas les gens qui veulent défendre le français, mais qui veulent tuer ceux qui parlent le français. C'était dans les années 70. En fait, ce qu'il disait, c'est vaut mieux un employé, un travailleur, un prolétaire anglophone qu'un bourgeois francophone. Et on a l'impression, Mathieu, que cette gauche radicale-là, je sais pas comment l'appeler, l'extrême gauche, s'ennuie du temps où les francophones étaient pauvres, où les francophones étaient des porteurs d'eau. Alors là, c'était les bons francophones, tu comprends? Mais là, les francophones bourgeois, les francophones qui sont à la tête de grosses entreprises et tout ça, ça, on les aime pas, là. Ils sont méchants. Oui, t'as raison. Je pense de mémoire, la phrase de Michel Chartrand, c'est je me méfie de ceux qui se soucient de la langue, mais qui se contrefichent de ceux qui la parlent. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Et exactement, pour eux, en fait, ils n'aimaient le nationalisme québécois que lorsque c'était un nationalisme de décolonisation stade premier. Donc, globalement, c'est finalement, ils aimaient, et là, le mot choque aujourd'hui, mais nègre blanc d'Amérique. Pour eux, le nationalisme était légitime dans la mesure où on s'identifiait aux Noirs américains, on s'identifiait aux Vietnamiens, on s'identifiait aux Algériens, et ainsi de suite. Mais Gérard Bergeron, un des grands politologues québécois, disait les Québécois sont un peuple assurément dominé, mais on aurait tort de l'inscrire strictement dans cette case grille de lecture. Les Québécois ne se perçoivent pas seulement comme tels. Ils ont une société nord-américaine développée, tout ça. Donc, il y avait une complexité dans la situation québécoise qui ne s'épuisait pas dans la grille de la gauche décoloniale et anticoloniale, dis-je. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, dès lors que la classe moyenne francophone s'est un peu émancipée, dès lors qu'on a construit une société incomplète chez nous, mais qui est une société occidentale plutôt mainstream, eh bien là, c'est comme si ça intéresse plus la gauche, qui est à la recherche de ces nouveaux dominés. Et puis quant aux Québécois francophones, qui par ailleurs, objectivement, sont encore en situation d'assujettissement politique, symbolique, identitaire, linguistique, culturel et social dans le Canada, eh bien, ils n'existent plus comme peuple dominé, entre guillemets. On ne voit plus chez eux que la suprématie blanche. Parce qu'apparemment, il suffit d'être blanc pour être dans la suprématie blanche, même si, à ce que j'en sais dans notre histoire, on n'a pas vraiment une histoire de suprématie blanche. Donc, la gauche cette gauche-là ne sait pas quoi faire du nationalisme. Et aujourd'hui, donc, ils compensent souvent. Ils nous disent, on veut l'indépendance, mais vu qu'ils veulent pas de nationalisme, ils veulent une hyper-projet de société éco-socialiste, féministe et tout ça. Et le commun des mortels qui vote pour l'indépendance du Québec, là, puis il y en a quand même pas mal,
Ils votent pas pour une espèce de société utopique nouveau genre. Ils veulent simplement avoir leur propre pays qui vont gouverner eux-mêmes, dans lequel leur identité va pouvoir s'épanouir. Et ça, la gauche radicale a toujours trouvé que c'était des motivations petites bourgeoises et pas très honorables pour faire l'indépendance du Québec. Ben c'est ça. Ça me fait penser, là, quand ils sont pas contents là, que dans certains quartiers, il y a des commerces un peu plus luxueux. Là, non, eux autres, ils voudraient que ce soit des commerces, des pawn shops, là, puis des trucs hot dog. Ah, ça, c'est le fun. Tu sais, penses-tu que les Noirs, là, les militants noirs aux États-Unis, ils étaient contents lorsqu'il a commencé à avoir une classe moyenne supérieure de Noirs, où il y a eu des dentistes afro-américains, où il y a eu des avocats afro-américains, des gens qui viennent dans les quartiers un peu plus huppés. Les associations noires étaient contentes, c'est ça qu'ils voulaient, mais là, on dirait que nous autres, non. Le francophone, lorsqu'il sent bourgeoise, devient un dominant. Oui, t'as absolument raison. Puis dans les années 70, même au PQ, on entendait ce discours-là quelquefois. À quoi ça sert l'indépendance? C'est pour une indépendance de bourgeois. Puis là, on a envie de leur rappeler que le monde ne se dissout pas dans la lutte des classes. Et le fait est que les peuples et les nations existent. Et j'ajouterais que la démocratie existe. Et moi, ça a toujours été mon désaccord de fond avec l'indépendance version QS. C'est que c'est l'indépendance pour un projet de société. Je vois un instant, dans un Québec indépendant, là, il va en avoir plusieurs projets de société. Ça va être une société normale, libérale comme tout le monde. Il va y avoir des conservateurs, des libéraux, des socialistes, des sociodémocrates, des nationalistes, des cosmopolites. Et puis, mettre un projet de société dans la Constitution, ça consiste à dire que l'indépendance est bonne simplement pour une chapelle idéologique et pas pour tout un c'est ça. Et comme Pierre Falardeau disait, l'indépendance, elle est noble en soi. On n'a pas besoin de l'arrimer à une cause qui est plus importante qu'elle. Voilà. Exactement. Là, j'en reviens à notre Émilie dont on parlait. Je ne doute pas de sa valeur personnelle, politique, mais j'aimerais savoir qu'elle explique ce qu'elle entend par ses souverainetés. Pour l'instant, ce concept-là, sous prétexte de réinventer l'indépendance du Québec dans des paramètres solidaires, vient légitimer la partition potentielle du territoire en communauté, vient légitimer le rattachement des territoires du nord du Québec. Probablement, on nous dirait d'abord la partition, mais ensuite un rattachement au Canada. Donc, croyant faire preuve de souverainisme progressiste au nom de la justice sociale, Émilie Deschamps-Terrien, dans les neutralise la question nationale et contribue à sa liquidation chez Québec solidaire. C'est pas un détail et ça n'a pas été relevé pour l'instant dans l'espace public, me semble assez étonnant. Non, tout à fait. Là, j'ai hâte, je sais pas si tu vas écrire là-dessus, mais j'ai hâte de te lire là-dessus parce que c'est représentatif du malaise de QS avec cette patate chaude-là qui est l'indépendance. On souffle le froid et le chaud constamment. Qu'on le dise, là, est-ce qu'on est indépendantiste ou pas? Qu'on a dit clairement. Mais c'est ça. Le jour où on va être capable de répondre oui à ça clairement, sans ambiguïté, mais le problème, c'est qu'on sait, la majorité, une bonne partie, sinon la majorité de leur électorat est contre. Une bonne partie de leur cadre s'y oppose, une bonne partie de leurs militants s'y oppose, et une bonne partie puisque QS croit généralement, aujourd'hui, un désir croître un peu, même chez les anglophones, et chez les gens issus des communautés culturelles, mais qui seraient plus progressistes montréalais, eh bien, ces gens-là sont pas favorables à l'indépendance. Donc, QS a dans son programme un élément qui est hostile à sa croissance comme parti de remplacement politique et idéologique de la gauche montréalaise. Et alors on voit, ils savent pas quoi faire de ce projet-là. Et je pense pas qu'ils vont éclater là-dessus. Je pense simplement qu'ils vont neutraliser tôt ou tard la question nationale. Si jamais il y avait un référendum, je pense que le parti se diviserait. Et pour l'instant, c'est un parti qui, prétendant œuvrer à la question de la souveraineté, la rend de plus en plus illisible. Très intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Je conduis avec Uber parce que c'est moi qui fais mon horaire. Je conduis quand je veux et où je veux. Et si j'ai pas envie de conduire aujourd'hui, je ne conduis pas. C'est aussi simple que ça. Avec Uber, c'est payant d'être au volant. Inscris-toi à uber.com/conduire. La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Écoute, Mathieu, Bernard Drinville a présenté hier son programme, là, sa politique là, pour valoriser le français écrit, et il a dit, mais ne vous en faites pas, ne craignez rien, c'est pas le retour de la dictée. Comme si c'était épouvantable que ce soit le retour de la dictée. Oui, c'est une précaution oratoire inutile parce que c'est quand même globalement l'esprit de la dictée.
mais l'espèce d'idéologie pédagogiste, l'espèce d'idéologie qui domine les facultés de sciences et d'éducation depuis des années, les années 90 en fait, a réussi à faire passer la dictée pour une manifestation d'une pédagogie autoritaire, quasiment réactionnaire, qui serait le mauvais vieux temps, la différence du bon vieux temps. Et il faudrait donc éviter d'y revenir parce que ça serait une forme de... C'est un peu l'équivalent sémantique pour ces gens-là du par cœur. Mais le par cœur avait des vertus. Hein. Ça permettait de mémoriser des poèmes, de mémoriser des pages de romans, ça permettait de mémoriser des choses importantes, ça travaillait à la mémoire. Puis de même, la dictée, ça forge l'esprit, ça structure l'esprit, ça permet globalement, c'est un exercice de discipline. Et de ce point de vue, quand Bernard Drinville fait cette concession, c'est une concession inutile, c'est une concession qu'il ne devrait pas faire, mais probablement s'est-il senti pris dans une forme de rapport de force, déjà qu'il impose un institut d'excellence, déjà qu'il est en conflit avec non seulement son ministère, mais les facs de sciences d'éducation. Peut-être a-t-il cru que c'était une concession nécessaire, je ne le crois pas, mais c'est comme ça que je comprends cette phrase. Le magazine de mode Glamour, dans sa version britannique, son édition britannique pour le mois des fiertés gays, a mis à sa une un homme transgenre enceint. Ouais. Et là, ça, certains vont nous dire, c'est banal, c'est de la mode, ça va passer. Moi, je trouve que c'est fondamental, cette affaire-là, parce que c'est à sa face même, pour peu qu'on prenne les mots sérieux, c'est une fake news. Selon la biologie, selon la science, selon tout ce qui existe, à vrai de sérieux, l'homme ne peut pas être enceinte. L'homme féconde la femme et la femme porte l'enfant. Ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Or, ce qu'on nous dit aujourd'hui avec la théorie du genre dont on parle souvent et dont on doit continuer à parler parce que c'est une révolution, on nous dit hommes et femmes, ça réfère plus à ce qu'on pourrait appeler le mâle et la femelle de l'espèce humaine. Par ailleurs, le masculin et le féminin ont évolué à travers l'histoire et les époques, à travers les sociétés, ça va de soi, mais il y a un ancrage biologique qui s'appelle le mâle, la femelle, l'homme, la femme. Eh bien, on nous dit aujourd'hui, non, mais tout ça, ça veut plus rien dire, c'est vieux jeu, c'est dépassé. Maintenant, ce qui existe, il suffit de se ressentir homme ou femme pour l'être. Mais là, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Ben, ça vient d'une forme de révolution, mais en jouant avec les mots. On nous dit, dès lors qu'une femme se sent homme, mais elle n'a même pas eu d'opération de changement de sexe, et se déclarant désormais homme, elle porte un enfant, et on dira désormais, c'est un homme qui porte un enfant. C'est un pur jeu de vocabulaire, c'est une pure manipulation linguistique, mais de peur d'avoir l'air transphobe, qui est la version, un terme, une déclinaison spécialisée d'accusation d'extrême droite, eh bien, rares sont ceux qui s'opposent à cela. Et moi, je trouve ça fascinant parce que cette révolution-là, elle est présente partout. Elle est présente aujourd'hui au musée de la civilisation à Québec, en passant. Elle est présente dans le planning familial français qui disait l'an passé, l'été passé, oui, ici, nous savons qu'un homme peut être enceinte. Elle est présente de plus en plus dans des manuels scolaires. Puis moi, ce qui me frappe avec cette idée qu'on puisse imposer dans l'espace public l'idée qu'un homme puisse être enceinte, puis plus largement que l'homme et la femme n'existent pas, c'est qu'on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Seule une minorité d'activistes radicaux et fous furieux peuvent penser que c'est vrai. Donc, si on sait que c'est faux, mais très peu osent dire le contraire, c'est parce qu'on a compris que c'est une forme de test imposé par l'idéologie diversitaire pour pouvoir distinguer ceux qui se couchent devant elle et ceux qui s'y opposent. Et on voit, moi ça me frappe le nombre de personnes qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, mais qui n'oseront pas le dire publiquement parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, parce qu'ils ont peur d'en payer le prix. Mais moi je suis convaincu d'une chose, dès lors qu'on accepte qu'un homme puisse être enceinte, c'est l'équivalent dans 1984 du fait d'accepter 2 + 2 = 5, c'est-à-dire la vérité ne compte plus. Tout ce qui compte, c'est la conformité à l'idéologie dominante, à l'idéologie du régime, et c'est ce qui se passe avec cette une de glamour. Ben, surtout que c'est totalement contradictoire, parce que les woke disent, moi, j'ai pas le droit, par exemple, de faire un blackface parce que c'est raciste, ou j'ai même pas le droit de me promener en kimono parce que c'est de l'appropriation culturelle, parce que c'est pas ma culture, le kimono. Mais je peux m'approprier un sexe. Je peux dire, soudainement, je suis une femme. Ça, c'est correct. Ça, c'est parfait, ça. Non, mais absolument. Ah, mais je me rappelle, je sais pas qui a dit il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai entendu ça, quand on a fait la très juste comparaison que tu as fait, je me rappelle pas qui avait répondu vos gueules sur le mode vous avez pas le droit de dire ça. Ben, je m'excuse, mais on fermera pas nos gueules. Et le fait est que s'il est légitime de s'approprier un sexe qui n'est pas le sien parce que simplement on prétend le ressentir, eh ben il y a quand même quelque chose d'absolument aberrant à l'idée de bannir ce qui s'appelait autrefois le déguisement. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est l'espèce de contradiction dans la logique même de la théorie du genre. Si on nous dit que les hommes et les femmes n'existent pas et c'est un pur construit social, bon, c'est ce qu'on nous dit.
Eh bien, dès lors, pourquoi, de l'intérieur de mon moi-même intérieur, me sentirais-je femme ou me sentirais-je homme si ces références sont finalement purement chimériques, ne veulent absolument rien dire, n'ont aucune consistance, n'ont aucune densité. Donc, à quoi ça fait référence, finalement? Il y a quelque chose, puis moi, je t'avouerai, pour moi, cette espèce d'idée qu'il faut pousser les gens à changer parce que c'est rendu, c'est pas simplement le fait de tenir compte de quelques cas individuels qui existeraient, puis devant ces cas-là, on serait prêt à tendre la main. Genre, on est tous des gens civilisés. Si on a un cas d'exception, quelqu'un qui dit « je m'excuse, mais je me sens étranger à mon sexe, je suis de l'autre sexe », on va l'accompagner, pas de souci, ça existe. Mais là, c'est en train de devenir une norme. Et l'idée que ça devienne une norme à travers tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on est dans une forme de manipulation idéologique constante, mais cette manipulation idéologique ne s'encombre pas de ses contradictions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on soulève encore une fois les contradictions qu'il y a là-dedans, on dit « vous êtes transphobe ». Et pour moi, il y a une chose qui est fondamentale là-dedans, c'est la question du simple rapport à la vérité. C'est si on est obligé pour suivre les exigences du régime, de dire que 2 + 2 = 5 ou qu'un homme peut porter un enfant, ça veut dire que les mots ne veulent plus rien dire, la réalité ne veut plus rien dire. On est dans un pur jeu de manipulation. Qu'est-ce qui m'empêche de dire je suis un chien? À partir de là, qu'est-ce qui m'empêche de dire... Mais ça viendra, Richard, c'est ça qui est particulier. Il faut juste pas se tromper. Si cette idéologie continue de se déployer, puis il n'y a pas de raison qu'elle ne poursuive pas son déploiement parce que tout le monde se couche devant, dans quelques années, on va pouvoir dire ça. Ben oui. Il va y avoir des gens des trans âges et puis des trans fait la liste de toutes les transitions possibles. Transraces, des transraces. Je suis un noir, je suis un bébé, je suis un chien, je suis comme je me sens, je suis un objet, je suis une chaise. Moi, je suis un elfe, ou je suis un orc, ou moi, je suis Saruman. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que ça, c'est ce que j'appelle, moi, la tyrannie de la subjectivité. C'est-à-dire, dès lors que je me sens d'une manière ou de l'autre, ça devient vrai. Mais je m'excuse, c'est pas vrai. Je vais donner un exemple que j'aime toujours donner en la matière. J'ai beau me sentir mince, là. J'ai beau sentir que j'ai l'air d'une gazelle, là. Je peux te jurer que mon pantalon est pas d'accord avec moi. Bon. Alors là, un moment donné, si je me présente dans un commerce en disant, désolé, vous savez, je me vois moi-même comme une femme très mince. Pourriez-vous m'offrir des pantalons de femme très mince? On va dire, monsieur, c'est un peu compliqué dans votre cas. Donc, et là, on va. Et ce qui va être drôle, c'est qu'on va un jour, au nom de la diversité corporelle, changer la définition du très mince pour faire entrer du 40 de tour de taille dans la définition du très mince. Donc là, tu vois, les mots ne veulent plus rien dire. Les mots ne sont plus ancrés dans le réel. Les mots n'ont plus un référent qui est extérieur à l'idéologie. Les mots sont pure convention, je dirais, rhétorique ou idéologique, puis on en change la définition selon les besoins de l'idéologie du moment. Et ça, à terme de cela, je le dis et le redis parce que c'est fondamental, à terme de cela, ça crée une société qui va avoir un rapport, je dirais, qui va avoir perdu le contact avec la réalité. Nous allons vivre dans un monde parallèle. Nous allons vivre dans un monde parallèle où il faut faire semblant toujours de croire à la mode idéologique du jour, et notre contact avec le réel va tout simplement s'effondrer. Ben non, mais on veut s'étonner, c'est l'homme qui, le divertissement continuel. C'est Philippe Meurier, là, tu sais, c'est comme, un homme enceinte, c'est tellement cool. Puis après ça va être quoi? Des siamois à 2 têtes, ou des gens qui se promènent à 4 pattes, ou, tu sais, c'est comme, on veut, là, du marginal. Puis là, c'est la quête à ce qui va encore le plus nous étonner, nous surprendre. On va aller de plus en plus loin, là. Alors, mais moi, je veux dire, d'ailleurs, tout ça s'incarne très pratiquement. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler le parti de la fluidité aux cheveux bleus. Et de l'autre côté, il va y avoir tôt ou tard, je pense, une forme de retour au masculin, au féminin classique. J'entends pas par là traditionnel, aliéné, Je dis qu'à un moment donné, il existe une nature féminine, il existe une nature masculine, et tout ça va chercher à reprendre ses droits. Mais on n'y est pas encore. Là, on est dans ce moment, dans une forme de déconstruction euphorique. Et au même moment où on interdit, par exemple, un colloque pro-vie, tu sais ce que j'en pense. Le colloque en lui-même, je trouve que j'ai aucune sympathie pour le contenu de ce colloque, mais je pense pas qu'on devrait interdire des colloques, même si j'aime pas le contenu qu'on va y entendre. Au même moment où on l'interdit, au même moment au Musée de la Civilisation, il y a un homme qui se fout à poil pour exprimer genre la déconstruction de son identité non binaire. Et là, ça c'est très bien, on applaudit ça en y voyant un signe remarquable de transgression. Franchement, si vous voulez être transgressif aujourd'hui, mes amis, soyez conservateurs. Vous allez avoir la plus grande transgression qui soit. L'époque au complet va vous tomber
sur la tête. Si c'est ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Ah, toi, rapidement, on se ment nous-mêmes. Tu sais, tu regardes les films, les émissions, puis tu as l'impression que tout le monde baise, là, veut dire, avec des anneaux, là, puis attachés par les pieds, là, puis ben non, la plupart des gens baisent en position du missionnaire dans un lit. C'est ça. Mais tu sais, on se donne des images de, on est pété, on est flyé, puis tout ça. C'est pas vrai. La majorité des gens sont assez ordinaires. Ils regardent ça puis disent, où c'est que ça s'en va? Moi, j'aime plaider pour les gens qui sont passionnément ordinaires. C'est-à-dire, à un moment donné, la vie réelle a ses charmes, a ses droits. On n'est pas toujours obligé d'être dans l'extravagance absolue pour affirmer son originalité. Et moi, je pense même qu'on a besoin, c'est dans un cadre établi que chacun peut vraiment construire son originalité. Si les cadres ne sont plus là, s'il n'y a plus de structure, eh bien, chacun croit affirmer son originalité, mais dans les faits se perd soit dans l'insignifiance, soit dans l'extravagance autodestructrice. Moi, je m'appelle Richard, R-I-C-H-A-R-D, mais tu sais, je pense que je vais m'écrire ça R-I-S-H-A-R-R-E. Richard, pour paraître cool. Et si on ne l'écrit pas de cette manière-là, on pourrait nous accuser de richarophobie. Alors, tu vois, c'est parce qu'on n'aura pas respecté la juste composition de consonnes et de voyelles que tu voulais dans ton nouveau nom d'homme nouveau. Mais cette conversation, je le redis, on parle de la réalité des temps présents. Je veux dire, c'est le monde réel nous a échappé et nous vivons aujourd'hui dans une chimère idéologique. Et on fait tout ce qu'on peut pour en sortir, tout en sachant que c'est pas si simple. Alors, nous parlons, et bien sûr, à Mathieu Bock-Côté, célèbre Doberman. Merci beaucoup, Mathieu. Un labrador, plutôt. Un labrador. C'est moi le patron. Je décide quand je conduis. Et avec la fonction préférence pour passagères, je peux décider de conduire juste des femmes. Si je peux le faire, tu peux le faire. Avec Uber, c'est payant d'être au volant. Inscris-toi dès maintenant à uber.com/conduire. La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Mathieu, je sais que tu veux me parler des avertissements avant les films, mais juste avant d'aborder ça, je parlais tantôt à Alain Reyes, que tu connais, ancien député conservateur. Il a claqué la porte du Parti conservateur et là, il appuie pour les prochaines élections partielles dans NDG Westmount, il appuie le candidat vert, du Parti vert. Et là, je discutais avec lui, il disait, il est temps, tu connais le vieux proverbe, la guerre est trop importante pour qu'on laisse ça seulement aux militaires. Donc, lui, il dit, l'écologie, c'est tellement important qu'on peut pas laisser ça seulement à la gauche. Il est temps que la droite allume et qu'elle se réapproprie le discours écologiste. Tu en penses quoi de ça? Bon, ça, je pense que la question écologique, la question environnementale aujourd'hui est une question qui théoriquement devrait transcender les camps, c'est-à-dire qu'il y ait des changements climatiques majeurs, c'est un fait, qu'il y a une part de l'activité humaine qui en soit responsable, c'est un fait. Dès lors qu'on doit faire en sorte que nos sociétés puissent, si elles ne sont pas capables de renverser les changements climatiques, ça franchement, je serais surpris, mais qu'importe. Parce que c'est dans quelle mesure l'homme est-il capable de changer la méthode, de programmer une espèce de prendre en charge politiquement complètement les conditions climatiques. On verra, il faut faire les efforts, mais ce qui est certain, on doit adapter nos sociétés au changement climatique pour être capable de traverser les années difficiles qui s'en viennent. Ça, on est tous d'accord. Là où on n'est pas d'accord, c'est dans les solutions, c'est dans le catastrophisme ou l'esprit apocalyptique, c'est dans le rapport aux libertés qui va aux libertés privées, aux libertés publiques qu'on va devoir conserver malgré cette crise, parce que pour certains qui sont des écolos pastèques, c'est-à-dire vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, eh bien l'écologisme, c'est souvent le vecteur d'un anticapitalisme assez mortifère, c'est le vecteur d'une forme de socialisme vert qui justifierait un contrôle de plus en plus étendu des moindres activités humaines, comme si la liberté était incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on doit miser, oui ou non, sur le génie technologique humain pour être capable de traverser la crise, ou est-ce qu'on doit miser sur une forme de régression communautaire, sur le mode le devenir hobbit du monde occidental, où il faudrait renouer avec une forme c'est pas de l'enracinement là-dedans, c'est de l'encasernement. On ne jamais sortir de chez soi, puis redouter. Donc, une espèce de vision un peu
patchouli puis sac de jute de l'écologie. Donc, le constat est là. C'est-à-dire, 1, il y a les changements climatiques. 2, l'homme en est partiellement responsable. 3, dans quelle mesure serons-nous capables de renverser la tendance? On ne le sait pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est adapter nos sociétés à cela. Mais c'est dans ces derniers points que se situe l'espace du désaccord politique. Et moi, je crois davantage en ces matières aux solutions on pourrait dire libérales dans le bon sens du terme. Je crois que les libertés privées et publiques ne sont pas qu'on peut pas les sacrifier comme ça. Je pense qu'on doit croire quand même au génie humain qui est capable de trouver des solutions même aux pires crises. Et je me méfie de la psychologie éco-anxieuse des Greta Thunberg et autres éco-anxieux zombifiés qui goûtent en fait l'horizon apocalyptique qui nous est promis. Donc tu vois, je me situe là-dedans. Par ailleurs, c'est aussi une question de géographie. C'est-à-dire, le Québec a une politique environnementale beaucoup plus responsable que l'Alberta parce qu'on a de l'eau et de l'hydroélectricité et eux ont du pétrole. C'est facile à dire quand on a du pétrole de dire à l'économie fondée sur quand on a dit de l'hydroélectricité, c'est facile de dire à ceux qui ont du pétrole, sacrifier ça, la planète n'en veut plus. C'est toujours plus compliqué que ça, assurer la transition énergétique. C'est plus complexe que de le dire ceux qui pensent que tout tient par slogan. Mais évidemment que c'est fondamental. Ensuite, pour Alain Reyes, je pense surtout qu'il cherche à exister politiquement aujourd'hui, alors qu'il ne parvient pas à se trouver un parti. C'est un homme de qualité, assurément, mais qui a boudé qui a fait une erreur en quittant le Parti conservateur, je crois, qui aujourd'hui s'enferme dans un créneau assez limité, puis qui risque de finir au Parti libéral du Québec si ça continue. C'est-à-dire le point d'aboutissement de cet homme de talent, ça sera candidat pour le PLQ aux prochaines élections. Je pense que... il me dit qu'il déteste pour mourir Justin Trudeau. Donc, mais écoute ça, on verra. Cela dit, Jonathan Penneau, le candidat vert dans NDJ Westmount, il est aussi le co-porte-parole du Parti vert. Il me dit qu'une de ses missions aussi qu'il se donne, c'est de défendre les droits des anglophones qui sont menacés par le gouvernement du Québec et la méchante loi 96. Voilà. Je lui disais, Mathieu, il me semble que les écolos sont pour la protection des espèces en voie de disparition, la protection des espèces menacées. J'ai dit, il y a une espèce menacée au Canada, ce sont les francophones. Ils sont menacés et c'est pas les anglophones qui sont menacés au Québec, ce sont les francophones. Il me semble qu'en tant qu'écolo, vous devriez comprendre ça. Et il dit non. Et là, il a fait un parallèle entre les francophones en Saskatchewan et les anglophones au Québec. Alors voilà, c'est ça le Parti vert. Alors, comme quoi il a été bien fédéralisé par la politique canadienne. Non, le Parti vert, faut jamais l'oublier, effectivement, c'est un parti profondément antinationaliste et anti-québécois. Ça, c'est pas un détail. De mémoire, même au début de l'invasion russe, mais là, je me trompe peut-être, Alex Tyrell, je crois, c'est le chef ou c'était le chef, était même plutôt pro-russe. C'était assez étonnant quand même. J'espère ne pas me tromper en disant ça, mais je pense que c'est exact. Donc, c'est un parti avec des orientations idéologiques assez complexes, assez bizarres, mais très antinationaliste. Et de ce point de vue, Reyes, qui se cherche un stationnement, le temps de reprendre sa route et de trouver une vraie maison, il devrait peut-être se dire qu'être solidaire de partis qui ont de telles positions, c'est pas la meilleure chose pour lui qui est un homme de qualité. Puis j'ajouterais une chose, toute comparaison de la situation des anglophones au Québec, la situation des francophones hors Québec, témoigne soit d'une méconnaissance totale de la question, soit de mauvaise foi. Donc, je mise sur la méconnaissance pour Reyes, mais s'il pense que les anglophones du Québec, avec McGill, avec Concordia, avec Dawson, avec Bishop, avec tout leur complexe institutionnel, avec le complexe hospitalier, avec le financement qui est leur, avec leur position historique, qui était historiquement une position de domination, on ne peut pas le tromper. Dans les années 60, René Lévesque, puis les années 70, René Lévesque parlait des Rhodésiens, quelquefois pour parler d'une partie de cette minorité anglophone qui entretenait un rapport suprémaciste à l'endroit des francophones. Ben là, s'il veut faire la comparaison, alors que dans les autres provinces canadiennes, le français a été soit partout persécuté ou voire interdit, je pense qu'Alain Reyes devrait mettre à jour ses connaissances historiques et son logiciel idéologique. Et là, tu as vu d'ailleurs ce matin, il y a plein de villes là, qui contestent la loi 96, qui vont présenter une conférence de presse conjointe, dont Côte-Saint-Luc, parce que la loi les oblige à donner des services en français, donner des services en anglais seulement aux anglophones qui sont d'ici depuis longtemps. Et là, eux autres disent c'est épouvantable, on a le droit de parler en anglais à qui on veut et qui le demande, même si c'est un immigrant qui vient d'arriver, qui parle anglais et je sais pas, tamoul, on va lui parler en anglais s'il le demande. Donc, ils sont contre la loi 96. Ils veulent rien savoir, ils comprennent ni du cul ni de la tête.
On va bien savoir. Ouais, mais en fait, c'est pas vrai. Je dirais, ils comprennent, puis ils sont contre. C'est-à-dire qu'il y a une illusion que les Québécois se sont racontés depuis 40 ans, 50 ans en fait, c'est que la Révolution tranquille a fait du Québec une société francophone et que c'était désormais accepté par les anglophones. Et ceux qui sont restés ici dans le cadre de la Révolution tranquille acceptaient désormais que le Québec soit une société francophone qui par ailleurs traite remarquablement bien sa minorité anglaise. Et là, 2 défaites référendaires dans le corps, le multiculturalisme canadien, le discours racialiste, le discours woke, tout ça ensemble, ça fait qu'aujourd'hui, des anglophones se réinventent, et il y avait commencé ça depuis un temps, comme minorité persécutée. Et là, désormais, la figure de la persécution au Canada, c'est le français. C'est le français qui serait la langue de la persécution, qui serait la langue de la domination, qui serait la langue de l'hégémonie. Et moi, je suis persuadé qu'au fond de la communauté anglophone, une bonne partie d'entre elles n'a jamais accepté ni la loi 101, ni l'idée du Québec comme État français. Une partie de cette communauté significative a accepté un rapport de force nouveau issu de la Révolution tranquille, mais quand ce rapport de force est décomposé suite aux 2 échecs référendaires, eh bien, la suite, on revient finalement à cette idée que le Québec devrait être une province bilingue. Donc, le français, c'est bon pour les francophones, et puis l'anglais, c'est bon à la fois pour les anglophones et tous ceux qui viennent les rejoindre et renforcer leur rang par l'immigration. Bon, ça, on devrait le savoir, mais on préfère se conter des histoires au Québec pour ne pas affronter les dures réalités, les difficiles réalités qu'on a devant nous. Écoute, je te lance sur plein de sujets parce que c'est le fun d'improviser avec toi, Mathieu. Tu sais que, bon, le 24 juin, le gros spectacle de la Fête nationale sur les plaines sera animé par Émile Bilodeau, le chanteur, quelqu'un qui lutte contre la laïcité, quelqu'un qui lutte contre la loi 21, qui dit que c'est une loi discriminatoire, que c'est presque une loi raciste. D'ailleurs, il pleurait. Il parlait des 3 députés du PQ en les appelant les pleureuses dans un de ses messages Twitter. Quelqu'un qui est assez méprisant envers le PQ, on dirait avec la cause nationaliste. Puis c'est lui qui va animer la Fête nationale. Ça crée un certain malaise. Oui, puis je le partage avec toi. Bon, moi, c'est lui qui est le porte-parole, qu'il le soit. C'est-à-dire, je dis pas qu'il doit démissionner, je pense que c'est un mauvais choix, cela dit, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a été nommé, bon, on fait avec. Je pense que le MNQ a mal jugé sur ça. Le Mouvement national des Québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste, globalement, les sociétés qui organisent ça, c'est un mauvais choix, parce que c'est quelqu'un qui méprise son peuple. C'est quand même un problème quand vient le temps de célébrer. Politiquement, il ne me semble pas intellectuellement construit. J'ai l'impression qu'on est devant quelqu'un qui prend ses bouffées d'émotions pour des idées, et puis il y a beaucoup de bouffées d'émotions. Mais et on n'est pas devant quelqu'un on n'est pas dans la tradition des grands artistes qui, par leur art, exprimaient une pensée. Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Claude Léveillé, la liste est longue. Là, on est plutôt devant un artiste qui, par ailleurs, a des opinions, puis ces opinions, il les exprime tout croche. Une fois que c'est dit, on va espérer qu'il y a le sens du devoir de réserve, une certaine retenue pour l'événement. Il doit se rappeler que c'est la fête nationale de tous les Québécois et pas simplement de ceux qui pensent comme lui et pas simplement les électeurs les plus éveillés de QS. Donc ça, je pense que... J'espère qu'il va avoir ce réflexe-là. Mais je trouve que la Fête nationale a manqué de bon sens et de jugement sur dans la sélection du porte-parole. En tout cas, j'espère qu'il portera pas son écusson anti-loi 21 parce qu'il a tendance à le porter. Mon Dieu que ça serait ticoun. Ça, on appelle ça vraiment porter sa vertu en bandoulière. Là. On porte ça sur le mode de la fierté revendiquée. Regardez, je suis vertueux, je compte la loi 21. Dans un petit milieu, ils sont pas capables d'en revenir, ils sont pas capables de voir la laïcité de l'État. Puis Bilodeau, de mémoire, je dis même, il faudrait me corriger si je me trompe, mais de mémoire, il dit qu'il parle moins français que québécois. Bon, moi, cette espèce de discours-là, ça m'a toujours un peu agacé. Oui. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est lui cette année. Disons qu'il va pas donner le visage le plus rayonnant qui soit à la Fête nationale, mais bon, il n'est pas interdit à un homme de nous surprendre et de se dépasser. Alors, tu veux parler donc les avertissements avant les films. Est-ce que tu es allé voir un film ou tu as regardé un film sur DVD et il y avait un avertissement débile avant le film? Pire que tout. Alors, il y a quelques jours, dans la vie, il y a des moments où on re-regarde des classiques. Je me dis, je me retape les 3 Indiana Jones et les 3 parrains. Bon. Okay. Et là, je regarde l'Indiana Jones 1. Donc, et c'est assez particulier. Donc, je l'attrape sur un service d'une plateforme en ligne. Et au début, il y a une mise en garde. 12 ans et plus, avertissement, ce film contient des scènes où il y a de la consommation de tabac. Je me suis
dit, baptême, on est rendu fou. Parce que là, on savait pour le sexe, on savait pour la violence, on savait pour le langage vulgaire. Mais là, le tabac. Donc, c'est la mise en garde. Donc là, je me suis imaginé à penser à la suite. Dans 5-6 ans, est-ce qu'il va y avoir pour la consommation d'alcool? Est-ce qu'il va y avoir aussi une mise en garde pour la consommation de viande? Faites attention, on mange un steak dans ce film-là, ça pourrait troubler le vegan en vous. Est-ce qu'on va par ailleurs, quand il y a des films avec où il y a des scènes qui marquent du racisme, du sexisme, de la grossophobie, comme on dit aujourd'hui, tout ça, est-ce qu'ils vont décider, tu sais, quand il y a le film avec Eddie Murphy qui joue un très très gros professeur, de nazi professeur, je crois, qui vante là-dedans, puis ça donne pas un portrait particulièrement avantageux des obèses. Est-ce qu'il va falloir désormais nous dire, attention, ce film contient de la grossophobie, et par ailleurs, le personnage principal mange beaucoup trop de viande et est devenu gros à cause de ça. Il y a un moment donné, ces avertissements-là, premièrement, c'est le puritanisme débile de l'époque, puis deuxièmement, c'est l'infantilisation de la population. On nous prend vraiment pour des crétins, on nous prend pour des maillets. Mais surtout que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de ces avertissements-là. À quoi ça sert, tu sais? Mais ça sert à afficher la vertu. Moi, c'est chaque fois des petites anecdotes, mais au final, on vit dans une société où il y a des messages partout. Tu peux pas aller aux toilettes, genre uriner, sans que tu aies un message devant toi qui dit soit de sauver la planète, soit de t'assurer du consentement d'une personne si jamais tu décides de lui manifester ton intérêt. Un instant, ça va, peux-tu juste aller pisser sans avoir une forme de contrôle idéologique permanent? Est-ce que je peux regarder un film sans avoir... Est-ce que je peux me promener dans des ascenseurs de tel ou tel bâtiment sans qu'on me donne un cours de morale? Est-ce qu'il est possible, autrement dit, de ne pas vivre entouré de tous les messages du Big Brother contemporain qui nous fait la morale à temps plein? Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'exaspérant, et quoi qu'on en dise, ce n'est pas sans effet, c'est qu'on vit vraiment dans un environnement qui est saturé idéologiquement. Et de temps en temps, je pense au film Demolition Man, et je me dis, entre la société aseptisée au sommet ou la société où on mange des burgers au rat dans les catacombes, je préfère les burgers au rat à la société aseptisée. Mais t'imagines, toi, les avertissements qu'ils vont mettre avant les vieux James Bond, là, ça va durer 5 minutes. Vraiment. Regarde, à partir du moment où tu dois marquer publiquement ton désaccord de tous les comportements qui sont potentiellement dans une œuvre, attention, James Bond ne se comporte pas bien avec les femmes, attention, la conception du consentement de James Bond n'est pas nécessairement celle de la nôtre aujourd'hui, attention, James Bond a tendance à caresser son pistolet comme s'il s'agissait de son objet intime, attention, ok, on le sait, mais c'est comme je dis, c'est une société moralisatrice au possible, c'est une société moralisatrice qui se croit émancipée, qui se croit libre, mais qui fait la morale tout le temps, et qui nous prend même pas pour des adultes, qui veut créer un safe space pour les petits lapins, comme tu les appelles. Et j'ai l'impression que de ce point de vue, la psychologie du petit lapin est la psychologie du citoyen normal aujourd'hui. Et malheureusement, même la France est en train de craquer. Là. Bon, on sait que tu vis à Paris, et là, je pense que c'est le 100e anniversaire de Picasso, je crois. Ouais. Donc, il y a des expos Picasso, puis là, c'est rien qu'une lecture féministe de Picasso. Il était méchant avec ses blondes, il était méchant avec ses femmes, etc. On juge sa vie privée. Non, mais on s'en fout, à la limite. Là. L'œuvre, il y a une biographie de Picasso, c'est possible, qu'on la lise et qu'on dise à quel point il était pas gentil. Mais là, est-ce qu'on peut détacher minimalement l'œuvre de l'artiste? Non, on ne peut pas, apparemment, parce qu'il faut réduire l'œuvre à la biographie. Il faut réduire l'œuvre à la personnalité de l'homme. À travers cela, le résultat, c'en est un. C'est une société, encore une fois, qui est incapable d'avoir une authentique émotion artistique, qui abolit le jugement esthétique, qui abolit l'éthique dans l'esthétique, l'esthétique dans l'éthique, puis qui abolit l'éthique dans la morale, puis qui abolit la morale dans la moraline. Tout ça, franchement, ça donne pas envie. Alors, écoute, je conseille aux gens de lire, Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust. Sainte-Beuve était un critique de l'époque qui, lui, lisait les œuvres à la lumière de la biographie de l'artiste. Il disait la vie de l'artiste est importante pour comprendre l'œuvre, et Proust a écrit un essai percutant contre Sainte-Beuve en disant la vie de l'artiste, on s'en fout. Ce qui est important d'un artiste, c'est son œuvre. Point. Oui, mais quand on est obligé de dire ça, c'est quand même fou. Hein. Mais oui, bien sûr. Puis ensuite, comme si vous voulez savoir les détails de la vie sexuelle des uns et des autres, lisez une biographie sur le sujet. Vous allez probablement tout trouver. Mais donnez-nous le droit d'admirer tranquillement certaines œuvres en paix, s'il vous plaît, même si on y voit un bout de cigarette qui y traîne. Oui, tout à fait. Écoute, rapidement, 5 secondes. Québec Loisirs, ils ont une publicité sur leur site Internet. Feu de forêt, nos prix partent en fumée. Profitez de nos prix partent en fumée. On peut s'entendre que c'est un peu de mauvais goût. C'est de mauvais goût, évidemment, mais l'humour est souvent de mauvais goût. Évidemment, ça tombe mal, mais ça fait rire. La situation est tragique en ce moment, mais bon, c'est plutôt drôle. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée. Très bien, bye bye.
Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Et Mathieu, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Alors, dans le journal Libération, on publie un texte qui porte sur une étude qui prouverait qu'au restaurant, les stéréotypes du genre ont la vie dure. C'est quoi ça? Oui, des stéréotypes de genre auraient la vie dure et ça témoignerait de la persistance d'un modèle de société hétéronormatif et hétéropatriarcal terriblement régressif et terrifiant. Par exemple, alors je t'évite les chiffres parce que mais tu peux les retrouver dans l'article de Libé. Okay. Mais voilà les comportements qui sont dénoncés comme étant hétéropatriarcaux. Premièrement, lorsque l'homme goûte le vin, lorsque l'homme goûte le vin à table, c'est le premier indice dans l'article. Là, on pourrait dire, bon, on comprend, certaines personnes, quelquefois c'est la fille qui préfère le vin, quelquefois c'est l'homme, le meilleur goûteur ira, mais ce n'est que porte d'entrée pour la suite. Si l'homme paie la facture, c'est une manifestation du patriarcat. Si l'homme insiste pour payer la facture, c'est une manifestation du patriarcat. Si l'homme décide d'ouvrir la porte à la dame, c'est-à-dire il arrive dans le resto, il ouvre la porte, ça aussi c'est une manifestation du patriarcat. Tous les gestes qui relèvent d'une manière ou de l'autre, non seulement de la politesse, mais de la galanterie, consistant... par exemple, les femmes à table, le rapport à la viande, le rapport au vin, les femmes vont davantage s'interdire des choses que les hommes pour mieux paraître à table. Les femmes vont se sentir obligées quelquefois d'aller au lit avec le monsieur s'il prend la facture. Et inversement, si monsieur prend la facture, c'est la preuve qu'il gagne un meilleur salaire. Et s'il gagne un meilleur salaire, c'est encore la preuve qu'on vit sous le régime de Mais OK, on est fait. Mettons, là, je suis célibataire, j'ai une date, comme on dit. Je vais manger au restaurant. Si je prends pas la facture, j'ai l'air d'un cheap. Si je la prends, j'ai l'air d'un gars qui dit, la fille est pas capable de payer elle-même, puis je suis paternaliste. Quoi que je fasse, je suis un salaud. Ah, comme on dit en anglais, damn if you do, damn if you don't. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, globalement, les codes de la galanterie ne serait rien d'autre que le masque d'un régime patriarcal étouffant la liberté féminine. Les codes de la galanterie, qui sont à la fois des codes de protection, des codes qui consistent à honorer, pas au sens biblique, mais honorer la dame, c'est-à-dire vous êtes la figure centrale de ce dîner, on pourrait pousser ça encore plus loin, les codes de l'art de la conversation, tout ça relèverait donc d'une galanterie qui ne serait rien d'autre qu'un système de domination inégalitaire engendrant l'aliénation pour la femme. Et ça, c'est assez fascinant parce que ça nous est présenté dans Libé, dans Libération, que c'est un journal en France qui passe pour sérieux. Alors, c'est un journal de gauche, la gauche mondaine pour moi. Personnellement, c'est pas vraiment un journal de qualité, mais le système a décidé que c'en était un. Eh bien, dans Libé, on nous présente ça comme une étude essentielle pour nous montrer à quel point il y a encore du travail à faire pour être capable d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais Mathieu, au-delà de ça, là, il faut dire, puis là, il y a des gens qui vont rire de nous, mais les gars, vous allez comprendre. Tristan, qui est notre réalisateur, va comprendre, et toi. Les filles, elles savent pas à quel point c'est difficile d'être un gars. C'est pas facile d'être un gars. Par exemple, les filles, ils ont beau être féministes, épanouies, etc. Elles s'attendent, dans une date, à ce que le gars fasse ce qu'on appelle le premier move, OK? Si tu fais pas le premier move, il a peur, c'est un timide, il veut rien savoir. Mais si tu le fais, là, il essaie de m'embrasser, c'est un écœurant. Veut dire, c'est hyper, tu sais, on sait plus quoi faire, Calvaire. Alors, t'as absolument raison, mais je pense que là-dessus, il y a une forme de différence, appelons ça, entre toi et moi, qui est une nuance, mais ce n'est qu'une nuance, mais qui n'en est pas une. C'est que tu as déjà été un homme de gauche. Et je ne peux pas dire la même chose de moi-même. Au fond de toi-même, il y a le sentiment du que dois-je faire pour être sur le mode égalitaire. Que dois-je, alors que il y a chez toi, puis ça t'adore en fait,
il y a une forme de comment être féministe de correcte manière sans aller dans les excès de l'antiféminisme. Pas de l'antiféminisme, du féminisme radical. Alors moi, j'ai toujours été étranger à ça, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, je me souviens de mon père qui me dit quand j'étais jeune, mais tout jeune, si une femme te plaît, n'hésite pas à lui dire, le premier qui ose, le premier l'emporte. Mon père, je me rappelle, j'avais le béguin pour une fille quand j'étais au primaire. Puis, j'y avais offert une boîte de chocolat. Mais j'étais tout gêné de lui avoir offert la boîte de chocolat. Et j'avais senti dans son regard l'hésitation en disant, il est trop gêné. Il est trop gêné, ce garçon. Donc, très rapidement, je dirais que n'ayant jamais été un homme de gauche, je ne me suis jamais demandé si j'étais correctement égalitaire selon la morale féministe à laquelle j'adhérais d'une manière ou de l'autre. Le bon côté, c'est que je crois, moi, à la vieille courtoisie, à la vieille galanterie traditionnelle. L'idée de passer pour un gars réac me fait pas peur. L'idée de passer pour un vieux conservateur me fait pas peur. L'idée d'avoir l'air d'un qui vient de l'ancien temps me fait pas peur. Pour 3 raisons. C'est que je suis un peu réac, je suis conservateur et je viens de l'ancien temps. Et n'ayant jamais eu le désir d'être de gauche, je n'ai pas à donner la preuve que je le suis encore. Ce qui fait que probablement pour moi, mais là je parle pour moi, mais je parle pas pour d'autres, être un gars n'a jamais été si compliqué que ça. C'est-à-dire, alors je fais une confession, ma compagne m'a déjà surnommé en d'autres temps Simplet le bienheureux. C'est-à-dire que globalement, dès qu'on quitte le domaine des choses intellectuelles où je me pique d'avoir une certaine expertise, j'ai un rapport tellement simple à l'existence que c'en est terrifiant de simplicité. Et à travers cela, mais pour moi, il va de soi qu'un homme prenne la facture au restaurant. Et si le moment où il a le droit de pas le faire, il y a 2 moments en fait. C'est son anniversaire et puis une soutenance de thèse. Donc à la soutenance de thèse, c'est bon, mais il faut s'y rendre. Et ensuite, il y a l'anniversaire. Pour le reste, si une femme insiste pour prendre la note au restaurant, je suis désorienté. Je trouve que ça va mal. Il y a quelque chose ne fonctionne pas. J'ai l'impression que dans l'ordre cosmique de l'univers, une loi vient d'être transgressée. Et ça, quand je sors au resto avec une amie. Si je sors au resto avec une amie, c'est une dame qui est à table et la dame, je l'invite. Je sais pas, comme j'y ai même pas pensé, c'est que juste ça va de soi pour moi. Et pour cela, je remercie Serge Côté, mon paternel, qui en ces matières m'a transmis sans même le savoir, je crois, de bonnes règles de conduite. Mais t'as raison là, sur le diagnostic que tu fais de moi. Tu sais, moi, là, effectivement, j'essaie d'être le bon gars. Puis je regardais des gars, puis des timides envers les filles, puis tout ça. Puis je veux pas être trop, trop là, trop. Bref, je regardais des gars quand j'étais jeune. Eux autres, ils cruisaient toutes les filles, ils disaient, regarde, là, tu cognes à toutes les portes, à un moment donné, là, sur 15, il y en a une qui va s'ouvrir. C'est sûr et certain, là. Il y en a une qui va dire oui, finalement. Ça veut pas dire qu'ils agressaient, là, mais tu sais, ça tente-tu d'aller souper, ça tente-tu de prendre une date, ils essaient de les embrasser? Non, ça me tente pas, ok. Je verrai à la suivante. Puis là, je regardais, je dis, wow, tu sais, j'aimerais ça être de même, moi, là. Mais moi, j'essaie d'être le bon gars. Puis à un moment donné, ben, tu sais, ça te met des bâtons dans les roues. Et j'ai une collègue ici, une fille de Cube qui me dit, moi, quand le gars là fait pas le premier move, j'aime pas ça. Ça m'énerve. Je m'attends à ce que le gars fasse le premier move. Je vais te citer Géraldine Vossner. Géraldine Vossner, c'est une journaliste française qui bosse au Point, mais qui a habité chez nous à la fin des années 2000, je pense 2007, 2000. Son mari était en poste à Montréal pour le consulat français. Et elle raconte son passage au Québec. Alors, elle est mariée, j'entends. Donc, c'est une femme. Elle est avec son mari, puis elle s'attend pas à avoir d'autres vies. Mais elle raconte dans un livre, Ils sont fous, ces Québécois, qui est un livre critiquable par ailleurs, mais qui est un livre qui a quelques bonnes observations. Elle dit, je suis à Montréal la première semaine, il n'y a pas un gars qui me regarde et qui me complimente. Quelle libération! La deuxième semaine, il me dit, mais quand même, je suis pas si moche que ça. Puis la troisième semaine, elle dit, regardez-moi, complimentez-moi, je suis là quand même. Donc, autrement dit, les Québécois sont tellement féministes en quelque manière, mais de manière caricaturale, qu'ils renoncent quelquefois à, ont-ils déjà appris non seulement les jeux de la séduction, mais encore une fois, la séduction, je pense que ça relève du domaine de la conquête. Mais je dirais simplement le plaisir du compliment, le plaisir de la courtoisie, le plaisir d'inviter et le plaisir dans une date, on dit en guillemets, d'être un homme. Et l'homme, me semble-t-il, mais ça je parle pour moi, à l'ultime moment, j'entends de prendre la note, se fait un
considèrent que ça va de soi. Non, mais imagine, là, en plus en France, quand ils partagent la note à table, ils font 50-50. Même si une personne à table a mangé 80%, puis a tellement bu, puis l'autre a pris seulement 20%, ils font 50-50 à table. Mais au Québec, on fonctionne même pas comme ça. T'imagines le partage au moment de conclure cette soirée qui s'est bien passée, non, l'entrée c'était pour elle. Moi j'ai pris 2 cafés. Non, j'en ai pas pris un, j'en ai pris 2. Mais t'imagines. Écoute, ma blonde, Sophie, elle me parlait d'une date qu'elle avait eue avant qu'on me rencontre avec un gars, là. Puis quand est arrivée la facture, le gars a dit, ben là, justement, là, toi, t'as pris un plat qui est plus cher que le mien, ben moi, j'ai pris un verre de vin, mais pas toi. Puis là, le gars commençait à calculer. Puis elle dit déjà, je savais que jamais je le reverrai, ce gars-là. C'est jamais, moi, mais tu vois, la galanterie, c'est quand même pas mal. C'est quand même l'autre nom de rapport civilisé où l'homme, physiquement, globalement, sauf exception, l'homme est plus fort que la femme. C'est comme ça. Et la galanterie, c'est là pourquoi? C'est là pour faire en sorte de transformer cette force en service au service de une force en disponibilité pour la dame, en service pour la dame. Donc, puis globalement, quel que soit ensuite, on n'est plus exactement au temps des chevaliers, on s'entend, mais c'est cette idée simplement que la courtoisie, la galanterie, c'est une manière de renverser un rapport de force physique au service de la princesse ou de la reine du moment. C'est quand même pas mal. Mais on est dans un moment où tout ce qui relevait des codes élémentaires de la culture est déconstruit comme étant marque d'aliénation. Alors, l'article que je t'ai envoyé ce matin, justement, de Libération, sur la bonne manière d'être égalitaire et féministe au restaurant, je l'ai envoyé assez tôt, à peu près une quinzaine de mes filles. Puis je demandais, c'est quoi votre réaction? Et toutes, je demande pas toutes, on dit, mais c'est du délire. Une d'entre elles dit, mais qui est le sombre crétin à l'origine de cet article? Une autre avait chacune avait une réaction sur le mode, mais c'est quoi cette connerie? Donc là, on se retrouve. Donc, je ne doute pas qu'au département d'études féministes de l'Université Concordia, il soit mal vu d'inviter une fille au restaurant puis de prendre la note. Mais globalement, dans la société, on considère généralement que ça va de soi. Et c'est une bonne chose. Ensuite, comme je le dis, pour votre anniversaire, puis à la rigueur, un autre événement dans l'année, j'en sais rien. Mais globalement, ce sont des traces, non pas d'inégalité, ou alors c'est des inégalités fécondes, mais c'est une trace simplement de savoir. Et Mathieu, quand tu as un gars, c'est vu comme pure hypocrisie. Quand tu as un gars, il faut que tu te lances, hein. Puis là, il faut que tu approches la fille, il faut que tu te lances. Ça te tente-tu je peux-tu t'offrir un verre, veux-tu me donner ton numéro de téléphone? Puis là, des fois, tu risques de te faire dire non, puis c'est dur pour l'ego, mais c'est ça que je dis, c'est pas facile d'être un gars. Puis il y a puis Mathieu, il y a des filles qui sont cruelles. Il y a des filles qui sont tough. Il y a des filles qui te regardent là, comme si c'était de la sous-marde. Tu sais, est-ce que je peux, tu sais, il me semble que, est-ce que je peux t'offrir un verre puis tu dis oh non merci gentiment. Là, la fille peut dire oh non merci. Là, tu regardes comme en disant calice, pourquoi toi tu veux m'offrir un verre? Je trouve ça dégueulasse. C'est important parce que la civilisation vient des deux côtés. Oui. Du côté de l'homme, c'est courage, va chercher à séduire la belle. Oui. Du côté de la femme, c'est n'humilie jamais celui qui te propose. Moi, j'en suis convaincu, c'est-à-dire, parce que, évidemment, il y a le pouvoir de rejeter est un pouvoir exceptionnel. C'est-à-dire, non, merci, Ticlin, dégage, ça m'intéresse pas. C'est terrible. Alors que il faut, moi, ça, je suis convaincu que globalement, dans une société civilisée, il y a un devoir de fond qui devrait chacun nous habiter, c'est de ne jamais humilier son prochain. Toujours trouver le moyen dans toute relation, dans tout système, garder une porte de sortie pour que celui à qui on parle, celle à qui on parle, ne soit pas humilié, puisse sauver la face. Appelons ça un trait de culture japonaise. Alors moi, je pense que du point de vue féminin, l'éducation sentimentale consiste à toujours s'assurer, sauf exception évidemment, que l'homme qui a osé mais qui ne les intéresse pas, puis elles sont tout à fait en droit de ne pas être intéressées, elles sont tout à fait en droit de ne pas avoir envie d'accepter tous les verres qu'on leur offre, puis de ne pas avoir envie d'accepter toutes les dates qu'on leur offre. Simplement, c'est le principe de sauver la face. Éviter d'humilier. Oui, exactement. Puis tu dis d'autant plus d'humilier qu'on éviterait d'humilier. C'est ça, tu dis non de façon gentille. Florence est avec nous, que tu connais, elle cherchait sa émission. Florence Lamoureux. Florence, mettons là, tu vas une date. Mm-hmm. Tu vas manger avec un gars. Est-ce que tu t'attends à ce que le gars prenne la note ou pas? Mais honnêtement, on dirait que oui. J'ai beaucoup d'amis aussi qui me le disent, que c'est vraiment, je peux dire, là, un genre de turn-off quand le gars veut pas payer, parce que là, on dirait que ça amène un peu un drapeau rouge. Tu dis, est-ce que c'est parce qu'il est cheap? Tu sais, qu'il veut pas payer, ou il est pas intéressé, ou il a pas aimé? On dirait que c'est vraiment
en tout cas moi pour les gens de mon âge, un peu dans la culture que la première date, il faut que ce soit le gars qui paye. T'as une fille, Oui, et la deuxième et la troisième aussi, hein, c'est correct. Mais j'ignore l'âge de Florence, avec qui j'interagis pourtant tous les jours sur Facebook. Mais elle a quel âge, Florence? 22. Formidable. Si même à 22 ans, tu te dis, dans notre génération, ça va comme ça va de soi, c'est que le monde survit encore au-delà des cénacles du néo-féminisme radical. Puis tu sais, c'est une fille féministe, une fille qui travaille, c'est une fille indépendante, puis tout ça, mais quand même, c'est important pour toi, Florence. Puis le premier move, c'est-tu le gars qui doit faire le premier move ou c'est la fille, toi? Ça dépend vraiment, mais je pense que faudrait que ça soit peut-être plus le gars, mais je pense que c'est un peu différent que payer l'addition. Si je suis intéressée, je peux quand même le montrer, mais avec l'ère aussi des réseaux sociaux puis tout ça, ça va plus être le par texto. Est-ce qu'il va me relancer? Est-ce qu'il va me réécrire? Si le gars il a pas le courage d'aller si le gars il a pas le courage de sauter dans l'inconnu, puis de t'offrir un verre ou de dire on peut-tu se voir, tu dis ça c'est un gars qui est pas courageux, c'est pas un vrai homme. Ouais. Un peu. Quelque part, mais c'est triste à dire. On dirait que je l'ai jamais mis en contexte, mais honnêtement, je pense que oui. Parce que je me dis pourquoi ça serait à moi? Est-ce que c'est parce que je l'intéresse pas? Oui, Mathieu? Mais si je me demande, c'est pas triste à dire. Ça veut dire que ça va de soi. Je veux dire, tu es très juste. Il est normal que le gars fasse le premier move. Et comme je dis, il est normal ensuite qu'il comprenne si la fille n'est pas intéressée. Mais je redoute une société où l'homme serait tellement timide qu'il n'attendrait pas seulement le signal, que la femme donne le signal en disant c'est bon, tu sais, ce signal implicite qui te dit courage, tu peux y aller, tu prendras pas un râteau. Bon, c'est une chose, mais c'est pas la même chose que de dire prends la responsabilité, s'il te plaît, je n'ose pas. En dernière instance, alors je vais parler comme une espèce de vieillard crépusculaire, mais c'est bien qu'un gars ça ose un peu en général dans la vie. Je veux dire, un homme qui n'ose pas professionnellement, culturellement, sentimentalement, ben ça ira pas loin. Ça va finir fonctionnaire municipal dans une ville qui n'existe pas. Là. Florence. Mais je parle pour moi puis mon cercle d'amis là, en général. Quand un gars va me relancer, que ce soit par texto ou on se revoit quand, on dirait que ça brise un peu le genre de stéréotype. Puis je me dis ok, après moi je vais pouvoir le faire. Mais c'est pas lui qui le fait en premier. On dirait que je vais pas oser. Parce que je vais me dire je l'intéresse pas. Fait que si lui il le fait, après on dirait que ça part le bal, puis là après moi je vais pas ça va pas me stresser de le faire. Écoute, Mathieu, c'est de la musique à tes oreilles d'entendre qu'une fille de 22 ans pense ça. Attends, mais c'est formidable. Je précise encore une fois, ça me rappelle à quel point Libération, qui se veut un journal jeune, est en fait le journal de boomers, encore une fois crépusculaire, qui veulent demeurer jeunes, et au même moment de jeunes woke qui sont tellement puritains qu'ils rendraient jaloux les Amish et puis les Quakers. Donc ça, c'est assez particulier quand même. Il y a une forme de puritanisme nouveau qui s'est imposé dans notre société. C'est une morale nouvelle. Donc, pour être égalitaire à tout prix, il faudrait déconstruire la courtoisie, la galanterie, les codes du désir. Puis en dernière instance, on va tous finir dans un bocal, dans le formol. On nous promettra de vivre 100 ans, 1000 ans, mais sans avoir à aucun moment avoir un moment de passion, de tentation, avoir osé quoi que ce soit. C'est assez ennuyant quand même le monde pour nous préparer. J'ai jamais entendu personne autour de moi dire qu'ils voulaient pas se faire payer leur premier souper. J'ai l'impression que quand les gens disent, les filles disent ça, c'est pas vrai intérieurement. Ils auraient aimé ça se faire payer. Il y a Marianne qui est dans l'équipe, elle dit, c'est parce qu'ils ont peur t'as pas la c'est pas réciproque. Tu disais à quelqu'un, je suis intéressé, puis la personne dit non. C'est certain que c'est difficile pour l'ego, mais les gars, faut avoir l'ego. Faites fort. Merci beaucoup, Mathieu. C'est intéressant. Écoute, on pourra en parler pendant une heure. Notre chronique amoureuse de l'année. Parce que c'est moi qui fais mon horaire. Je conduis quand je veux et où je veux. Et si j'ai pas envie de conduire aujourd'hui, je ne conduis pas. C'est aussi simple que ça. Avec Uber, c'est payant d'être au volant. Inscris-toi à uber.com/conduire. La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté. Martineau. Écoute, en commençant, Mathieu, une petite affaire rigolote. Après ça, un sujet beaucoup plus sérieux. Hier, tu disais, dans une première date, quand tu sors avec une fille, le gars devrait payer la facture. Mais là, ça fait beaucoup jaser. On a eu beaucoup de réactions. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en disant, ouais, mais si tu vas manger avec une personne non binaire,
Qui paye? Ça m'arrive rarement. Et je crois que l'expérience, sauf si on fréquente ardemment un département, je sais pas, de sociologie de Concordia, normalement, c'est assez rare. Et si ça arrive à tout prix, eh ben, mon Dieu, je sais pas, il y a un nouveau code de conduite à écrire, un nouveau code de moralité et de bienséance dans ce cas-là. Mais si c'est toi l'homme, paye à tout hasard, au cas où l'autre personne devant toi, soit c'était une femme et elle s'identifie comme homme, mais tu honores la femme qu'elle était, soit c'est devenu une femme et tu honores la femme qu'elle est devenue. Et deux non-binaires qui vont manger ensemble, ben là, tu tires au hasard. Oui. Dans ce cas-là, je renonce. Mon expertise sur les rapports humains s'arrête aux rapports sexuels classiques. Entre non-binaires, je devine qu'ils ont leur code et je les en félicite, mais je n'aurais la prétention à m'ingérer dans ce territoire encore plus complexe que tous les territoires les plus complexes que j'ai visités dans ma vie. Bon, écoute, on va parler d'un sujet beaucoup plus sérieux, même tragique. Ce qui s'est passé à Annecy, un homme d'origine syrienne qui a poignardé des jeunes enfants. D'ailleurs, est-ce qu'on devrait à tout prix dire qu'il est d'origine syrienne? Est-ce que ça a son importance, Mathieu? Ben, j'espère, parce que c'est un réfugié. C'est un réfugié qui s'est d'abord réfugié en Suède il y a une dizaine d'années environ, et qui aujourd'hui, et qui a quelques semaines à peine voulait se réfugier en France, avoir presque le droit d'asile en France. Il ne l'a pas obtenu. On lui a refusé parce qu'il avait déjà eu en Suède. Donc, évidemment, c'est important. Voilà un homme qui réclame protection à un pays en disant je réclame le droit d'asile, et qui, au même moment, poignarde des bébés dans leur carrosse. Je veux dire, c'est objectivement une donnée importante de savoir que la personne qui était là réclame protection pour ensuite semer la mort. Ça, je pense que c'est une donnée essentielle. S'il avait été réfugié, j'en sais rien, moi, danois ou moldave ou ukrainien, ça aurait été pertinent aussi, mais le fait est que c'est un réfugié syrien. Premier élément. Mais ce qui est l'élément encore plus important dans tout cela, pour moi, c'est le jeune homme, je ne sais pas si tu as vu, qui a tenu tête aux barbares, qui a tenu tête à l'agresseur et qui a été capable de probablement sauver bien des vies. C'est un jeune qui s'appelle Henri, qui est un jeune catholique, ça vaut la peine de le dire dans son cas, qui faisait le tour de France des cathédrales, donc un pèlerinage pour aller voir les différentes cathédrales, et qui s'est retrouvé sur place et avec 2 sacs à dos. Donc, il s'est mis à confronter le type, puis il a même pourchassé le poignardeur, il a pourchassé l'agresseur, il a pourchassé le barbare, et il a probablement sauvé bien des vies ainsi. Puis ça va encore plus loin, c'est quand on y a demandé, aujourd'hui on a dit, mais c'est qui ce garçon? Bon, et on découvre jeune catholique de 23-24 ans, qui faisait son pèlerinage et tout ça, et puis il y a des paroles, je dirais presque mystiques, pour expliquer son geste en disant, j'étais pas là par hasard, dit-il, et surtout, je me suis tenu devant le mal, et j'ai fait ce que tout jeune Français aurait dû faire dans de telles circonstances. Alors, je lui laisse la foi qui lui appartient, c'est très honorable, mais je note que la partie importante de cette phrase-là, c'est tout jeune Français aurait dû faire ça, donc parce que c'est un ancien des scouts. Alors, c'est une chose qui est intéressante. Donc, dans les scouts, la bande à laquelle il appartenait, il y avait cette espèce de devise, c'est que le plus fort de toujours protéger le plus faible. Donc voilà un jeune homme qui était formé dans ses jeunes années, qui avait une structure morale ou religieuse assez verticale, mais quand il y a un moment de crise, alors que d'autres s'affaissent, lui, il tient tête à quelqu'un qui voulait semer la mort, puis il réussit à sauver bien des gens. Et je t'avouerai mon admiration devant des gens qui ont ce courage physique. Il aurait pu y passer, il aurait pu recevoir un coup de canif, il aurait pu mourir. Et non, il se tient droit. Et je constate que tout ça n'est probablement pas sans lien avec la formation, le milieu, les convictions qui sont les siennes. Je voulais, comme on dit autrefois, je voudrais lui lever mon chapeau. Je trouve ça assez admirable. Parce qu'en 2023, le réflexe du citoyen moyen, c'est de sortir son téléphone et de filmer la scène plutôt qu'intervenir. D'ailleurs, elle a été filmée, ça dit pas par ça. Donc, il y a des gens qui filment le héros, il y a des gens qui filment le bandit, l'agresseur, et il y a lui, dont le premier réflexe consiste à lui tenir tête. Puis c'est compliqué, hein, ça, parce que le courage physique, personne ne sait si on en a. On peut savoir qu'il y a du courage civique, si on le voit, du courage intellectuel, mais le courage physique, c'est risquer sa vie, risquer sa peau. Puis franchement, c'est pas donné à tout le monde. Puis moi, je ferai jamais la morale à personne là-dessus, parce que moi, j'ai 42 ans, j'ai jamais eu l'occasion de savoir si j'avais du courage physique ou non. J'en ai aucune idée. J'espère que j'en aurais, mais je n'en sais absolument rien. Et lui, ce jeune homme-là, qui est un jeune pèlerin catholique joyeux,
eh bien, manifestement, il y avait le courage qu'il fallait pour tenir tête à un homme qui poignardait des bébés. C'est une question qu'on se pose tous. Est-ce qu'on a le courage? Tu sais, je me souviens d'avoir parlé à un gars que je connais qui lui, avait un incendie où il demeurait. Il était sorti, il est rentré dans le feu pour aller sortir son voisin, qui est une personne âgée. Et il ne savait pas qu'il avait ce courage en lui. Là. Il est rentré, il a bravé les flammes, là, quand même. Faut le faire. Écoute, Mathieu, cela dit, je trouve que dans les médias, tu sais, on réagit rapidement lorsqu'il arrive des tragédies et des fois, on n'a pas toutes les informations en main. Charest, tu sais, ce gars-là avait peut-être des problèmes d'ordre de santé mentale. On ne sait pas, ça arrive à tout le monde, ça arrive à des Syriens, mais ça peut arriver à des Français de souche aussi, là, tu sais. Là. Ah, mais t'as absolument raison. Moi là-dessus, la donnée première de cette histoire, c'est que c'est un fou. Je pense que c'est la chose. Pour ce qu'on en sait. Mais ce qu'on doit faire, c'est donner toutes les informations. Toutes les informations, c'est qui était-il bon. C'est un jeune homme qui avait 31 ans environ. Il avait demandé, c'est un réfugié en Suède il y a 10 ans, qui avait demandé il y a quelques semaines le droit d'asile en France, qui est d'origine syrienne, qui était SDF, qui était depuis quelques semaines en situation de détresse. Donc on donne toutes les informations. Par ailleurs, il y a de bonnes raisons de se demander est-ce qu'il était légitimement, c'est le débat qu'il y a en France en ce moment, c'est la question du rôle des politiques d'asile. Est-ce que c'est la vocation d'un pays comme la France ou d'autres d'accueillir autant de gens? Est-ce que le droit d'asile, qui globalement était fait pour accueillir les grands dissidents politiques, n'a pas été détourné? Et aujourd'hui, on accueille des gens beaucoup plus qu'on peut en accueillir. Beaucoup qui ont souvent, on le voit dans son cas, des problèmes mentaux pour différentes raisons, parce qu'il y a le déracinement, le stress, l'exil, toute une série le choc culturel. Et est-ce qu'une société est dans un devoir d'accueillir inconsidérément tous ceux qui se présentent à sa porte, qui quelquefois ne prennent même pas la peine de cogner? Bon, et moi je ne fais pas de réponse systématique. Moi, ceux qui diraient, par exemple, ce cas-là est bien un problème, il verrait une confirmation de tous les problèmes liés à l'immigration, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Mais est-ce qu'on devrait, comme je l'ai entendu hier sur la télévision publique, refuser de nommer le fait que ce soit un réfugié syrien? Ah ben là, je m'excuse, mais le refuser de le nommer, c'est beaucoup plus militant que de nommer simplement l'information telle qu'elle est. Non, on est là pour donner des informations. Écoute, tu disais, en parlant du héros, celui qui l'a maîtrisé, qui a probablement sauvé d'autres enfants, qu'il était catholique, et tu disais peut-être que les valeurs qui l'animent n'étaient pas étrangères à l'acte de courage qu'il a posé. À moins que je me trompe, mais je crois que l'agresseur était catholique aussi. Non, alors ça, c'est particulier. On est devant quelqu'un qui mime tous les comportements islamistes sur le mode je te tue au nom de ta qui était presque déguisé en islamiste, mais qui effectivement, t'as raison, dit globalement je vous poignarde au nom de Jésus-Christ. Mais là, c'est que ça marche pas, si je peux me permettre. Parce que autant, si on peut trouver dans certains textes religieux des appels au djihad, des appels à la violence, si tu lis le Nouveau Testament, la figure du Christ n'est pas une figure guerrière. C'est pas une figure de combat de ce point de vue. Donc, il y a quelque chose d'un peu... c'est là-dessus qu'on peut croire que le type était fou. D'accord, je pense que c'est un... Oui, vas-y. Non, mais si on fait de la théologie là, dans l'Ancien Testament, là, tu sais, il y a quand même, il y a eu l'Arche de Noé, il a inondé la terre en entier parce qu'il était pas content et il a fait exploser Sodome et Gomorrhe parce qu'il trouvait que les gens Mais de là l'originalité de la figure du Christ. Dans la figure du Christ, c'est une figure qui, à l'échelle de l'histoire, c'est un peu la thèse de René Girard, va prendre la violence pour lui, pour délivrer le monde de la tentation du mal. Je dis pas que ça a fonctionné, hein. Mais il n'y a pas dans la figure du Christ, une figure assez originale, qui n'est pas une figure guerrière, qui n'est pas une figure, ensuite l'Église a pu en faire autre chose, ensuite l'histoire a pu en faire autre chose. Mais dire je te tue au nom du Christ, tu trouveras pas le début d'un quart de huitième de phrase dans l'Évangile qui vient appuyer ce propos. Et ensuite, comme je dis, ça doit être la première fois de l'histoire qu'un type, comme je dis, a tous les comportements d'un islamiste,
mais le fait au nom du Christ. Alors, c'est possible qu'il l'ait fait vraiment dans son esprit, dans cet esprit-là, c'est tout à fait possible, et c'est ce qui nous amène à croire, d'autant que, c'est ce que je te disais tantôt, les informations qu'on a eues à son sujet jusqu'à présent, c'est qu'on est surtout devant un vrai déséquilibré, pour une fois. Oui. Pardon, un vrai fou. Il y a quelquefois, on abuse du concept de déséquilibré, mais là, dans son cas, son parcours des dernières années laissait croire qu'on était dans une forme de chute aux enfers, de chute de descente aux abîmes. Et Mathieu, ce qui m'attriste en terminant là-dedans, c'est que pour moi, pendant très longtemps, et tu le sais, hein, j'étais un peu idéaliste concernant la France. Je suis moins collé à la France que toi. Mais tu sais, pour moi, quand je pense à la France, c'est un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier. C'est le calme, c'est la culture. De plus en plus, quand je pense à la France, c'est la haine de Mathieu Kassovitz que j'ai en tête. La délinquance. Non, mais le fait est que les Français eux-mêmes se le disent. Ils se sont passés d'un pays qui était une forme de paradis et aujourd'hui, dans aucun coin de pays, ils ne sont à l'abri. Fondamentalement, la violence peut surgir partout, même à Annecy, qui se voyait comme une ville à l'abri de la violence, à l'abri de ces tensions-là. Même à Annecy, tu peux avoir ça, tu peux avoir une agression comme celle-là, qui est pas une agression terroriste, il faut le dire. C'est une agression, comme je dis, c'est un fou, mais c'est une agression qui, par ailleurs, a risqué d'entraîner, je sais pas où on en est dans le pronostic vital de tous les agressés, mais qui aurait pu d'un type qui a poignardé des bébés. Je sais pas moi, cette phrase-là me glace le sang, poignarder des bébés. Et écoute, en terminant, il y a des gens qui nous écoutent. Quelqu'un m'a écrit en disant, tu dis que peut-être les valeurs catholiques n'étaient pas étrangères à l'acte de courage commis par le héros. Quelqu'un m'a dit, les prêtres pédophiles, est-ce que c'était les valeurs catholiques qui les animaient? Ah non, moi je pense qu'ils trahissent fondamentalement leur fonction. Je pense qu'il y a une trahison profonde. En fait, la pédophilie dans l'Église est une pathologie absolument terrible qui repose sur une trahison de la mission de protection confiée, dans ce cas-là, aux prêtres, dans ce cas-là, aux différents religieux. Et ça, je pense que l'Église elle-même a voulu se purger de ce mal. Benoît XVI a fait ce qu'il pouvait là-dessus. Je pense qu'on a pris conscience tardivement dans l'Église de l'ampleur du phénomène, et l'Église fait ce qu'elle peut pour se purger de ce mal terriblement humain qui la ronge. Mais ça, encore une fois, l'Église, puis moi je suis pas là pour la défendre, mais l'Église est une institution humaine aussi. Ça peut dire exclusivement, mais c'est une institution humaine aussi. Et l'humanité corrompt tout ce qu'elle touche de ce point de vue. Il y a la grandeur dans le cœur de l'homme et une infinie misère. Et ça, de ce point de vue, ce que ton auditeur te dit, c'est tout à fait vrai. C'est un problème dans l'Église, mais je pense que l'Église ne se fonde pas sur cela, mais cherche à s'en purger, même si elle n'y parvient pas parfaitement. Qui tu reçois à ton émission à CNews demain? Alain Finkielkraut, que j'aime beaucoup. Et donc, une émission spéciale d'1 heure avec lui pour revenir sur certains thèmes d'actualité. Je voyais dans l'actualité des tonnes de thèmes ces temps-ci, puis je me disais, j'aimerais savoir ce qu'en pense Fink. Donc, je l'ai invité, il sera des nôtres. Donc, à la fois sur la tentative d'assimiler Marine Le Pen au maréchal Pétain, à la question de l'immigration en France, au pouvoir des juges aujourd'hui, à ce qui s'est passé à Annecy. Donc, c'est une émission spéciale d'1 heure avec Alain Finkielkraut, un philosophe que j'estime beaucoup. Écoute, Mathieu Bock-Côté, Alain Finkielkraut, sortez le popcorn, s'il vous plaît. J'avais regardé ça. Merci beaucoup. Au grand plaisir. Bye bye. Comblez votre soif d'été avec la nouvelle boisson frappée Frappuccino chocolat Java et menthe de Starbucks. Laissez-vous porter par la fraîcheur, le chocolat et la menthe, le tout recouvert de crème fouettée. Voilà votre complice de l'été pour un temps limité. Commandez dès aujourd'hui avec l'appli Starbucks.